Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de week-end. Voici le sommaire de ce journal du 26 juin. Le président de la Cour européenne des droits de l'homme est à Monaco dans le cadre de la présidence monégasque du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Mathias Guillaumard sera notre invité. Ramoge poursuit les célébrations de ses 50 ans en principauté. L'exposition inaugurée à Gênes le mois dernier est désormais au ministère d'État. Elle retrace l'histoire de cet accord pionnier entre la France, l'Italie et Monaco, unis pour la protection de la Méditerranée. Les rencontres philosophiques de Monaco ont célébré en grande pompe les 10 ans du prix Philo Monaco. Cet anniversaire exceptionnel s'inscrit dans le cadre de la semaine Philo Monaco, un rendez-vous annuel incontournable en principauté qui récompense les meilleurs essayistes de l'année. Et puis en Moldavie, la sélection monégasque de rugby à 7 est à Chisinau pour disputer la seconde étape du championnat d'Europe Trophy Series. Nous rejoindrons nos envoyés spéciaux sur place. Nous ouvrons donc cette édition au Monte-Carlo Bay où s'est tenu aujourd'hui le colloque de l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires. Cette année étant marquée par la présidence monégasque du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Le thème choisi était Monaco et la Cour européenne des droits de l'homme. Parmi les intervenants experts de cette journée, le président de la CEDH, Mathias Guillaumard, que nous recevrons juste après en entretien. Mais avant cela, retour sur les thématiques abordées lors de cette réunion avec Alexandra Pani et Marie-Ève B. Procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme, exécution des arrêts de la Cour et impact de la jurisprudence européenne sur le droit monégasque. Ce colloque Monaco et la CEDH offre une journée d'études pour les professionnels du droit en principauté avec des tables rondes thématiques animées par des experts autour des enjeux contemporains liés à la protection des droits humains. Un colloque qui s'inscrit dans cette année de présidence monégasque du Comité des ministres du Conseil de l'Europe et de la visite officielle en principauté du président de la CEDH, Mathias Guillaumard. Les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme du quotidien. Ça passe notamment par un procès équitable, accès à un juge, des choses aussi simples que ça. Et à chaque fois que les États s'écartent de ces règles fondamentales pour les démocraties, eh bien, la Cour intervient pour donner son point de vue. Donc, si l'on remet en cause cette vision du monde, de notre monde européen, c'est quelque chose qui doit nous alarmer. En tout cas, ça a percuté nos esprits ici à Monaco, puisqu'on a mis justement l'application des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme à Monaco, comme une des priorités de notre présidence, aux côtés de la lutte contre le blanchiment, puisque j'ai présidé, pas plus tard que la semaine dernière, une conférence ministérielle sur ce sujet, au même titre que les violences qui sont faites aux femmes, les violences et les abus faits sur les enfants, le sport et tout ce que ça apporte de positif et de négatif. Voilà, un ensemble de priorités qui définissent bien d'ailleurs l'engagement de Monaco en faveur de ces droits de l'homme et tout le soutien qu'on apporte à la Convention, bien entendu, mais aussi à la Cour qui veille à son application. La CEDH est la juridiction internationale qui a en charge le contrôle de l'application par les États de la Convention européenne des droits de l'homme, instrument juridique majeur du Conseil de l'Europe. Les 46 États membres ont chacun un juge élu par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Sébastien Biancheri est juge élu au titre de Monaco depuis juillet 2025. Dans l'exercice au quotidien, chaque juge a une voix, quelle que soit la dimension territoriale de l'État. C'est un principe qu'on retrouve à l'ONU, dans une autre organisation internationale, mais pour l'organisation continentale dont Monaco est partie, c'est-à-dire le Conseil de l'Europe, qui est distincte de l'Union européenne, c'est un élément très important, puisque notre voix compte autant que nos homologues et nos collègues qui sont élus au titre d'État de dimension territoriale plus importante. Le travail est fondé justement sur un échange et de trouver du commun dans nos différences, d'échanger et au prisme des droits humains, d'envisager nos systèmes juridiques qui sont différents. Et on se rend compte que l'on arrive à parler en langage juridique commun et à discuter entre des personnes venant d'États qui, il faut bien le dire et ça a été rappelé ce matin, historiquement se sont fait la guerre et arrivent depuis maintenant plus de 75 ans en paix à discuter dans le cadre d'un processus juridictionnel. L'on rappelle que la Cour peut être saisie après l'épuisement des voies de recours internes par des individus, des groupes de personnes ou des États qui estiment qu'un État signataire a violé leurs droits.
Comme annoncé, nous accueillons maintenant le président de la Cour européenne des droits de l'homme, Mathias Guillaumard. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de nous accorder cette interview en marge de votre venue en principauté. C'est la première fois que le pays reçoit la visite d'un président de la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'attendiez-vous de ce déplacement ? Je suis très heureux de faire cette visite officielle à la principauté de Monaco. C'est toujours très important pour la Cour, parce que c'est le moment où, d'une certaine manière, se réalise ce principe de responsabilité partagée entre les États membres, les autorités nationales et l'échelle européenne, la Cour qui est l'organe judiciaire du Conseil de l'Europe, tout particulièrement la Cour que j'ai l'honneur de présider. Est-ce que le Monaco que vous avez découvert était celui que vous aviez en tête ? C'est toujours très important, effectivement, de venir sur place, de rencontrer les actrices et les acteurs, les autorités nationales, les juges internes, de pouvoir, à travers des interviews, s'exprimer aux personnes du pays. Oui, je crois d'une certaine manière que c'est exactement ce que je pensais de Monaco, que je vois ici. C'est un pays profondément européen, au carrefour d'un certain nombre de cultures, porteur d'idéaux, de démocratie, de paix, de justice. Et c'est très énergisant, c'est très réconfortant aussi de venir le vivre au contact direct du pays. Vous l'avez évoqué, vous vous êtes entretenu hier avec de nombreuses personnalités de la principauté, le président du Conseil national Thomas Brezzo, le secrétaire d'État à la justice Samuel Volta-Simon, entre autres et bien sûr le prince Albert II. Quelle a été la teneur de vos échanges ? Ma visite officielle a commencé avec cette audience que nous a accordée le prince Albert II. Je voudrais exprimer ici ma reconnaissance au nom de la Cour pour Monaco, qui prend la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe et qui, à ce titre, exerce un rôle tout à fait particulier dans la conduite du projet européen. Je les remercier pour le soutien constant de Monaco, non seulement au projet européen, aux valeurs que la Convention porte, celle de l'humanisme, celle du respect de la dignité humaine, mais aussi pour son soutien constant et puissant à l'indépendance judiciaire de la Cour. Est-ce que vous aviez des attentes particulières de cette présidence ? Je crois que cette présidence qui intervient à un moment de bascule, un point de bascule, doit nous permettre de continuer à tenir bon. Je crois beaucoup à la résilience démocratique. C'est l'une des priorités de la présidence monégasque. Mais je crois de manière générale à la résilience des institutions. Il faut que tous, les actrices, les acteurs de ce système, tiennent bon, parce que effectivement le contexte est difficile. On voit le retour de la guerre en Europe, on voit la montée des populismes, on voit l'érosion de l'adhésion à l'état de droit. Eh bien, je crois que c'est par des rencontres que celles d'aujourd'hui, des échanges, que chacune et chacun, à nos places respectives, allons non seulement continuer de faire notre travail, mais aussi, et c'est un enjeu démocratique, embarquer chacune et chacun dans cette aventure collective pour la paix et la justice par le respect du droit et des droits. Au cours du colloque Monaco et la Cour européenne des droits de l'homme organisé par l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires, votre intervention a porté sur les enjeux contemporains. Vous les avez rapidement cités. Quels seront les dossiers prioritaires de vos 3 ans de mandat ? J'ai fixé 3 priorités pour la présidence. Efficacité, visibilité et responsabilité. Efficacité, c'est bien administrer la justice. La Cour s'y emploie et je voudrais saluer le travail des 750 agents du greffe et des 46 juges. Nous réduisons les délais de jugement, nous diminuons notre stock. Visibilité, c'est aussi faire savoir ce que nous faisons. Aller par une pédagogie active, par de nouveaux moyens de communication, au contact de chacune et chacun. Nous sommes une Cour pour toutes et tous et il faut redonner de l'appétit pour les droits de l'homme, pour qu'il y ait de l'adhésion, de la confiance. C'est un enjeu démocratique. Enfin, la responsabilité. L'indépendance judiciaire, c'est un principe cardinal. Nous devons le sanctuariser, rappeler sans cesse qu'il n'y a pas d'état de droit sans indépendance judiciaire. C'est aussi comme cela que la séparation des pouvoirs fonctionne normalement dans une démocratie. Mais cette indépendance doit s'accompagner d'une manière de rendre des comptes. C'est cela que j'appelle assumer ses responsabilités, expliquer notre rôle judiciaire, expliquer l'état de notre jurisprudence. Et je crois que c'est très important dans ce contexte actuel où de nouveaux défis s'ajoutent aux questions qui sont traditionnellement portées devant notre Cour. Je pense à la guerre en Ukraine depuis février 2022, qui s'ajoute aux autres conflits armés qui alimentent de nombreuses requêtes devant notre Cour. Et nous avons engagé la responsabilité de la Russie dans l'ordre international avec les affaires interétatiques
démocratique de juillet 2025. Nous avons constaté des violations systémiques commises par la Russie en Ukraine depuis 2014 et 2022 en protégeant les droits humains à l'échelle individuelle. Nous protégeons aussi la souveraineté de l'Ukraine et ce faisant, nous contribuons au retour de la paix. C'est essentiel. Je vois d'autres priorités, et je serai rapide. La défense de l'état de droit, qui est mise en cause de plus en plus souvent par des attaques contre l'appareil de justice et parfois même les juges, par la mise en cause de la liberté d'expression, par des tentatives d'ingérence dans les processus électoraux. Là aussi, à travers les requêtes que la Cour tranche, en rappelant les fondamentaux, elle contribue à son tour et à sa place à la stabilité et à l'efficacité de l'ordre public européen. Je terminerai en citant quelques questions tout à fait nouvelles, mais qui touchent et impactent notre vie de tous les jours, comme le développement des nouvelles technologies ou le changement climatique. Voilà l'ensemble des questions, à travers des affaires que les gens portent jusqu'au prétoire de la Cour, que la juridiction européenne traite. Mais je voudrais le dire ici à chacune et à chacun, vous pouvez nous faire confiance, vous pouvez vous en remettre à ce système de protection de vos droits, des droits concrets et effectifs. Mais je voudrais vous dire aussi, avec tout l'optimisme qui caractérise notre entreprise, que nous vous faisons confiance, car c'est chacune et chacun qui doivent être conscients par leur action quotidienne, dans leur vie, quelle que soit la place et le rôle que nous avons, c'est sur chacune et chacun que repose le pacte démocratique et le respect des droits de l'homme. Nous avons tous la Convention en partage. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Avant de poursuivre, nous souhaitions vous faire part de la réaction du couple princier suite aux 2 violents séismes qui ont frappé Caracas. Ma famille et la population monégasque se joignent à moi pour adresser au peuple vénézuélien nos plus sincères condoléances et lui témoigner notre entière solidarité face à cette tragédie, a notamment déclaré le souverain. À l'heure où nous diffusons ce journal, les autorités sur place dénombrent au moins 250 morts et précisent que plus de 200 personnes sont toujours coincées sous les décombres. Le prince souverain, qui dans la matinée a pris part aux célébrations du cinquantenaire de l'accord Ramoge au ministère d'État et en présence également de la princesse Charlène, une exposition dédiée à cet anniversaire a été inaugurée, suivie de l'oblitération d'un timbre commémoratif, symbole de ce demi-siècle de coopération entre la France, Monaco et l'Italie. Retour sur cette séquence avec Vanessa Dessy et Thomas Deus. C'est l'un des temps forts des célébrations du 50e anniversaire de l'accord Ramoge. Au ministère d'État, le couple princier a retrouvé les plus hautes autorités françaises et italiennes pour une séquence institutionnelle marquée par la diffusion d'images d'archives retraçant un demi-siècle d'engagement en faveur de la Méditerranée. Les délégations françaises, italiennes et monégasques, bien entendu, peuvent être fiers, je crois, du travail accompli tout au long de ces 50 ans, puisqu'on le découvrira ensemble à travers l'ensemble des célébrations. Mais sur beaucoup de points, l'accord Ramoge est un accord pionnier, que ce soit dans la lutte contre la pollution en mer, sur les questions aussi relatives par rapport à l'étude de la biodiversité et des pressions qui s'y exercent, mais aussi sur la sensibilisation. Donc je crois que c'est une belle réussite, inédite, que l'on peut saluer. La matinée s'est poursuivie par plusieurs prises de parole officielles après l'oblitération du timbre commémoratif du cinquantenaire par le prince Albert II. Le couple princier a ensuite inauguré l'exposition consacrée aux 50 ans de l'accord Ramoge, une rétrospective mettant en lumière les avancées scientifiques, les actions menées en faveur de l'environnement et la coopération exemplaire entre Monaco, la France et l'Italie. C'est une exposition des Archives nationales de Monaco et du secrétariat exécutif de l'accord Ramoge, avec les archives du Palais et l'Institut audiovisuel de Monaco. Et elle relate la genèse et l'histoire de l'accord Ramoge depuis sa signature en 1976 et même depuis 1970 avec l'annonce à Rome par le prince Régnier et Cousteau du projet. Les premières campagnes avec le navire Ramoge dans les années 80, le grand tournant que fut le naufrage du MT Even, le pétrolier au large de Gênes en 1991, qui a amené au fameux plan Ramoge-Peul de lutte anti-pollution en Méditerranée, notamment contre les hydrocarbures. Et ensuite, l'exposition s'attache à la révision de l'accord en 2003 pour prendre en compte davantage la préservation de la biodiversité, la préservation du littoral. Et elle s'achève avec les campagnes d'exploration des grands fonds depuis 2015 jusqu'à nos jours.
D'autres rendez-vous viendront marquer les 50 ans de l'accord Ramoge, afin de rappeler l'importance de cette coopération historique entre Monaco, la France et l'Italie au service de la préservation de la Méditerranée. En parallèle, au Palais de justice, les procureurs de la zone Ramoge ont présenté les conclusions de leurs travaux consacrés à la lutte contre les atteintes à l'environnement marin. Cette restitution publique a mis en lumière la nécessité d'une coopération judiciaire renforcée entre les 3 pays pour mieux prévenir, identifier et sanctionner les pollutions en mer. Allez, il est l'heure de philosopher pour un autre anniversaire. Le prix Philo Monaco a soufflé ses 10 bougies hier au théâtre Princesse Grace, en présence de Charlotte Casiraghi, présidente des rencontres philosophiques de Monaco, de nombreux auteurs, éditeurs et passionnés de philosophie. Les meilleurs essayistes de l'année ont été récompensés. Une cérémonie couverte par Gaëtan Lebrun et Lionel Bernardi. Pour marquer cet anniversaire, la soirée a laissé une large place à la création artistique avec une performance des ballets de Monte-Carlo. Côté palmarès, le prix du meilleur essai a été décerné à Estelle Ferrarez pour sa réflexion à la croisée des philosophies des émotions et du genre. Les rencontres philosophiques ont été fondées il y a 11 ans, mais le prix a été remis à partir de 2016. Donc c'est ce soir le 10e prix qui a été remis à Estelle Ferrarez pour une philosophie des sanglots. La jeunesse était aussi à l'honneur avec le prix des lycéens 2026, attribué à 2 élèves du lycée FANB et du lycée Albert Ier. La question, il me semble que c'était la science nous protège-t-elle du fanatisme ? C'est vrai que je pense que la philosophie, c'est quelque chose d'important et en général, le fait de pouvoir réfléchir, penser aux choses. Donc je suis vraiment content de pouvoir avoir obtenu ce prix. L'essai, ça parlait donc du mal et c'était très intéressant, mais j'ai un peu écrit ce que je pensais et je ne m'attendais pas forcément à gagner ce soir. Le prix de l'éditeur revient lui aux éditions Jérôme Millon. Pour sa 10e édition, le prix Philo Monaco confirme sa volonté de faire rayonner la philosophie au-delà de la principauté. Félicitations à tous les lauréats. C'est une tradition au Yacht Club de Monaco. Hier soir, l'institution a intronisé ses nouveaux membres en présence du prince souverain, de la direction et de nombreux sociétaires. La communauté compte plus de 2500 adhérents. Pour rappel, tout nouveau membre a l'obligation d'être présenté par 2 parrains, eux-mêmes sociétaires du prestigieux club de yachting. Direction à présent la Moldavie, où nos envoyés spéciaux suivent actuellement la sélection monégasque de rugby à 7 à Chișinău pour disputer la seconde étape du championnat d'Europe Trophy Series. Yannick Debever, bonsoir. Les hommes de David Bolgashvili ont joué leurs 2 premiers matchs de poule aujourd'hui. Oui, bonsoir Sarah, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, les Monégasques ont joué leurs 2 matchs de poule aujourd'hui. Ça avait très bien débuté dans un premier temps face à Malte. Ils avaient gagné 47-7, un festival offensif tout simplement pour lancer ce tournoi ici à Chișinău. Mais la pause, on dirait, a fait du mal aux Monégasques puisque dans le match de cet après-midi face à la Croatie, la machine s'est enrayée. Les Monégasques n'ont pas réussi à retrouver l'allant offensif qu'ils avaient eu dans la matinée et score final 12 partout, 12-12 face à la Croatie, donc ça fait une victoire et un match nul dans cette poule. Un bilan mitigé comme vous allez pouvoir l'entendre lors de la réaction du capitaine de l'équipe, Ioan Tolosano. Ouais, on met les bons éléments en place sur le premier match, ce qui nous permet de sortir avec une bonne victoire et puis on se rend à tâche un peu plus difficile sur le deuxième match et on finit avec un bilan mitigé d'une victoire et une défaite. Donc l'adversaire qu'on connaît, c'est la Suède qui descend de première division, une grosse équipe. Quoi faudra s'attendre ? Tout à fait, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, ils ont un gros volume de course, ils viennent chercher les adversaires très haut, ils font beaucoup d'efforts. On sait que ça va devoir nous challenger un petit peu, c'est vrai qu'on a tendance à attaquer nous aussi la ligne. Alors là, on va se retrouver à s'affronter rapidement, si on veut pouvoir déplacer le ballon, il va falloir un peu s'adapter, prendre un peu plus de profondeur. Pour vous faire un petit point météo, sachez qu'il fait très beau ce week-end à Chișinău, mais aussi très chaud. Plus de 30 degrés sur la pelouse. Vous l'avez compris, l'enjeu principal demain, c'est la victoire déjà face à la Suède pour assurer la première place du groupe et affronter en quart de finale un adversaire largement à la portée des Monégasques. L'objectif ici, à Chișinău, c'est d'aller jusqu'en finale. En cas de finale, Monaco serait
promu avant même de jouer ce dernier match. Ils seraient promus en Championship, à savoir la meilleure division européenne de rugby à 7. Ce serait un exploit monumental. Mais vous l'avez compris, il faudra forcément débuter sérieusement demain face à la Suède. Le match est à 10h06 heure locale, ce qui fait 9h06 à Monaco. Je vous donne forcément rendez-vous pour suivre la sélection monégasque de rugby à 7 et j'espère vous retrouver demain soir avec le sourire, Sarah. Puisqu'on parle de ballon ovale, parlons de cette annonce. Antoine Zegdar a signé avec l'équipe de France de rugby à 7 pour les 2 prochaines années. Avec un objectif en ligne de mire, les Jeux Olympiques de Los Angeles. Je suis heureux de continuer à avancer avec ce groupe et reconnaissant pour la confiance qui m'est accordée, a notamment commenté le joueur natif de Monaco sur ses réseaux sociaux. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, la Roca Team disputera l'Eurocup à partir de la saison prochaine. Avec de nombreux départs cet été et un budget nettement réduit, l'AS Monaco Basket dit au revoir à l'Euroleague pour être reversé pour 5 ans en Eurocup. Le club garde évidemment en tête un retour dans la plus prestigieuse compétition européenne. À noter que nous apprenions un peu plus tôt dans la journée la signature de Mathieu Strazel en Turquie. Un esprit créatif et la main verte, c'est le point commun des 13 participants au concours de création de Massif Fleuri Dessine-moi un jardin, porté par la direction des affaires culturelles et la direction de l'aménagement urbain. La deuxième édition s'est achevée hier. L'objectif, améliorer l'esthétique urbaine pour les habitants en les impliquant dans cette démarche. Lionel Bernardi et Émilie Flamin ont participé à la remise de prix. Ces 8 massifs sont le résultat de 3 mois de travail pour les 13 participants. Parmi eux, Anaï et Olivier, grands vainqueurs du concours. Ces fleuristes amateurs ont présenté au jury une jardinière composée de 147 plantes. On a décidé de participer au concours parce que mes parents ont un jardin à Saint-Martin-de-Peille et on voulait un peu apprendre pour faire un massif floral dans notre jardin familial. Notre massif s'appelle Métamorphose et du coup on est parti sur cette idée. Après on a repris un peu l'esprit de l'AF1. On voulait un peu se reposer deux idées. L'idée que par exemple la ville se transforme avec les Grands Prix et nous on peut faire l'inverse. D'une idée on peut partir et construire dans son environnement urbain quelque chose de floral. Avec comme thème les couleurs primaires, le choix d'un gagnant a été difficile pour les membres du jury. C'est assez fabuleux de voir cette évolution parce qu'on a pu rencontrer les candidats il y a quelques mois auparavant. Ils nous faisaient des croquis, ils étaient très minutieux, très techniques dans leur démarche. Et on arrive aujourd'hui avec beaucoup de passion. Un concours qui revient pour la 2e fois dans le cadre de la politique Renaturer la ville, initiée par le gouvernement. Participer au verdissement de la ville, d'avoir aussi en tête que bien sûr la nature fait bien les choses, mais que quand on est dans un environnement citadin, eh bien il faut prêter attention aux plantes, les soigner, les entretenir et que voilà on vit tous ensemble, la nature et les humains et que nous sommes là pour justement accompagner et faire que notre cadre de vie soit encore plus vert et plus agréable. Et puisque ces jardinières sont éphémères, toutes les plantes seront replantées en principauté. Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Dans un instant, la météo, toujours caniculaire d'Alban Gingembre. Ce sera juste après les photos du jour. Notre photographe Manuel Vitali a embarqué sur l'un des navires spécialisés utilisés dans le cadre de l'accord Ramoge. Nous y reviendrons dans notre édition de demain que j'aurai le plaisir de présenter dès 19h. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. Bonsoir à tous, c'est encore un week-end chaud et ensoleillé qui nous attend en principauté. Demain, il fera encore très beau avec un ciel presque totalement dégagé. Les températures seront comprises entre 26 et 33 degrés au plus fort de la journée, ressenti 44 au soleil. Si pour vous rafraîchir, vous avez prévu une petite baignade en mer, l'eau sera à 26 degrés.
Quand vous êtes dehors, n'oubliez pas les bons gestes pour éviter les coups de chaud, protection et hydratation. Et demain, samedi 27 juin, pensez aux Fernand, c'est leur fête.